Bonjour et bienvenue à l'actualité de la télévision rwandaise. Lancement ce samedi de la première phase du programme de soutien aux projets technologiques dans le domaine de la santé connu sous le nom de Timbuktu Health Tech Hub au Kigali Convention Center. C'est un événement qui se tiendra désormais en marge du Sommet Youth Connect Africa qui regroupe les jeunes talents africains dans le domaine des nouvelles technologies. Timbuktu Health Tech Hub est un projet du Programme des Nations Unies pour le développement qui vise à promouvoir les activités d'investissement en Afrique et son siège est actuellement à Kigali, au Rwanda. Grâce à ce projet, 957 propriétaires de petites et moyennes entreprises de santé ont soumis leurs projets et 40 ont été sélectionnés. Ces 40 projets d'entretenu vont voir le jour car ayant franchi la première étape du Timbuktu Health Tech Hub, l'une des personnes bénéficiaires des projets retenus, Aïssatou Diallo, originaire du Sénégal, a indiqué donc comment ce projet leur sera très bénéfique. Elle a également expliqué son projet qui apporte des solutions aux défis posés par le cancer du col de l'utérus. Askecare est une entreprise de technologie biomédicale qui accompagne les structures sanitaires qui sont dans le monde rural à avoir des produits de point of care et des diagnostics rapides. Notre solution est une solution de dépistage du cancer du col de l'utérus avec une solution 3 en 1 qui permet de tester, de trier et de traiter les lésions précancéreuses. En effet, aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde où nous sommes, il y a plus de 390 000 décès liés au cancer du col. Et les 90% de ces cas de décès sont notés en Afrique. Ce qui veut dire que cette solution peut être non seulement bien pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Car le cancer du col est l'une des maladies dont si nous faisons une bonne prévention, on peut l'éradiquer très vite. C'est le cas et nous sommes en train de le faire. Il faut croire aux jeunes et là, vous verrez ce que nous allons faire de ce monde. On continue avec l'actualité pour parler de la poursuite ce samedi des travaux de la conférence sur la prévention du génocide. Au cours d'une conférence de presse, la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la lutte contre le génocide, Mme Alice Wairimu Ndiretu, a indiqué que même si les Nations Unies n'ont rien fait pour empêcher le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, des efforts devraient être faits pour retrouver les personnes impliquées dans ces crimes et les traduire devant la justice pour que cela ne se reproduise plus nulle part dans le monde. Patrick Nilidandi nous fait le point. Lors d'une conférence de presse à l'issue des diverses discussions sur la prévention du génocide dans le monde, Alice Wairimu Ndiretu, conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la lutte contre les génocides, a déclaré que les gens devraient tirer les leçons du danger qui représente un crime tel que les génocides, comme le Rwanda a été confronté en 1994, et prendre des leçons sur la manière avec laquelle le pays s'est reconstruit. Le Rwanda était comme un pays mort après le génocide. Rien ne s'est passé. Mais maintenant, le Rwanda est l'une des choses étonnantes de ce siècle dans lequel nous vivons. Quand nous parlons du Rwanda sur ce continent, nous parlons d'un pays qui se développe rapidement. C'est un pays stable avec un bon leadership et des représentants à des postes importants dans le monde entier. L'une des principales discussions de cette conférence est de faire tout notre possible pour empêcher que les génocides ne se reproduisent dans le monde. Le Conseil spécial du secrétaire général des Nations Unies, chargé de la lutte contre les génocides, affirme également qu'après l'échec des Nations Unies à mettre fin au génocide, des efforts doivent désormais être faits pour poursuivre les responsables de ce carnage. En temps connu, nous n'avons pas réussi à empêcher ce qui est arrivé au Rwanda, avec plus d'1 million de Tutsis qui ont été sauvagement assassinés lors du génocide. Après ces drames, notre priorité doit être de poursuivre ceux qui ont participé au génocide. Ils devaient être tenus pour responsables de ce qu'ils ont fait. Pour y parvenir, nous utilisons les tribunaux. Ce qui nous amène à nous demander jusqu'où les tribunaux peuvent poursuivre ce travail. Lors de mes échanges avec le chef du mécanisme international appelé à exercer
les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux et est chargé d'exercer un certain nombre de fonctions essentielles qu'assumaient auparavant le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, et le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, c'est que certains suspects impliqués dans le génocide vivent toujours librement dans certains pays et vaquent à leurs occupations. Il y a lieu de se demander si ces pays ont connaissance de la gravité du crime de génocide, pour que soit ils jugent ces personnes ou les extradent vers leur pays, pour qu'ils puissent être jugés pour leurs crimes commis. Freddy Mutangua, directeur général de l'organisation Aegis Stress, qui vise à prévenir le génocide et les crimes contre l'humanité, a estimé dans son intervention qu'il est précieux de voir les pays unir leurs forces pour prévenir les génocides. Les Nations Unies affirment que les documents liés à cette réunion sur la prévention du génocide sont liés à la manière dont les femmes peuvent être davantage impliquées dans la prévention du génocide, non seulement au Rwanda, mais dans le monde entier. Les discussions qui ont eu lieu cette semaine ont réuni des personnes originaires des pays où ont eu lieu des génocides et d'autres crimes graves et crimes contre l'humanité. Alors que de plus en plus de voix s'élèvent contre les messages de haine et la propagation de l'idéologie génocidaire dans la sous-région et dans le monde, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique au Rwanda, le docteur Jean Damascène Bizimana, estime que la prévention du génocide doit passer aussi par la lutte contre la falsification de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Suivant le docteur Jean Damascène Bizimana. Cette période de 90-94 est très importante. Il faut vraiment l'analyser en profondeur parce que même la notion d'ethnicité, même si elle date des années de colonisation, entre 90 et 94, l'ethnicité comme idéologie a été renforcée, a été accentuée, a été enseignée dans la simple population. La population qui vivait pacifiquement, les intellectuels, les idéologues ont ethnicisé les relations sociales et ont engendré un processus génocidaire. Donc ce n'est pas un terme qui n'a pas ce sens aujourd'hui. Et je dirais, deuxième élément, une fois le génocide perpétré contre les Tutsis consommé, il y a eu le temps de regrets, le temps des remords. C'est des exemples que je vous ai donnés. L'analyse qui a été faite par les Nations Unies avec le rapport Carrington, mais aussi l'analyse qui a été faite par l'Union africaine sous la responsabilité du président Ketumire Masile, ancien président du Botswana, qui a aussi dirigé une commission africaine qui a abouti aux mêmes conclusions que les Nations Unies. Conclusion d'échec, n'avoir pas pu prévenir. Ce mot est très important, n'avoir pas pu prévenir. Est-ce que maintenant, nous savons tirer des leçons de crimes, de processus similaires? C'est ça la question principale qu'il faut se poser et oser faire des recommandations, des conclusions factuelles et sérieuses. Il y a aussi ce que j'appelle le temps de l'action. Le temps de l'action internationale, c'est principalement manifesté par la justice. Et ça, c'est très important parce que s'il n'y avait pas eu de justice internationale pour réprimer certains principaux auteurs du génocide perpétré contre les Tutsis, on aurait raté quelque chose de très très important. Donc, le fait d'avoir pu mettre en place un système judiciaire international a constitué un progrès énorme. Ce n'était pas évident. Alors, dans ce temps de l'action, il y a eu une période de tension entre le tribunal pénal international et le gouvernement rwandais. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de voir que nous avons des relations très saines avec l'Organisation des Nations Unies, l'office qui représente notre ami Alice Nderitu, et en même temps le mécanisme résiduel pour les tribunaux pénaux internationaux. Les relations n'ont pas été toujours de cet ordre-là. Vous vous rappelez peut-être, vous ne le savez pas, on a eu des périodes de tension avec la procureure Carrera Del Ponte. Carrera Del Ponte qui, même maintenant, malheureusement, est entrée dans une ligne négationniste. Vous imaginez avoir un procureur
qui poursuit des crimes de génocide, mais qui est habité par des idées, des principes négationnistes. Donc, Carla Del Ponte a utilisé son statut de procureur général du tribunal pénal international pour le Rwanda pour pouvoir promouvoir le double génocide, pour promouvoir le négationnisme. Et là, en tant que gouvernement rwandais, il ne pouvait pas, ce principe ne pouvait pas passer, ce choix ne pouvait pas passer. Parce que la justice ne peut pas être utilisée à des fins négationnistes, à des fins de déni d'un fait internationalement évident. Ça, ce n'est pas possible. Et en même temps, l'autre élément de la tension entre les Nations Unies et le tribunal pénal international pour le Rwanda, et qui a laissé des blessures énormes, a été l'attitude, les choix, la stratégie du juge Théodore Meron, qui a dirigé ce tribunal pendant plus d'une dizaine d'années, presque 10 ans. Et le juge Théodore Meron a usé également de son pouvoir pour faire échec à un certain nombre de décisions judiciaires importantes, notamment en diminuant les peines des principaux auteurs du génocide qui, en première instance, soit avaient été condamnés à la prison à perpétuité, le juge Meron soit les acquittés en appel, soit diminué fondamentalement les peines de ces individus. C'est le cas de Bagosora qui était condamné à la prison à vie, sa peine a été réduite à 35 ans. C'est le cas de Ferdinand Nahimana, donc dans le procès des médias, ceux qui ont utilisé les médias pour inciter au génocide, Nahimana Varayagwiza Ngeze, qui a également été condamné à la prison à vie. Roger Meron en appel a diminué les peines jusqu'à 30 ans. Et, comble du malheur, après avoir diminué la peine de Ferdinand Nahimana, l'un des idéologues principaux du génocide, il a libéré après 16 ans de prison. Donc, même les 30 ans pour lesquels il avait été condamné, il n'en a purgé que la moitié. La 7e édition du Forum de la jeunesse d'Afrique, Youth Connect Africa 2024, rassemble des jeunes venus de plus de 30 pays d'Afrique, notamment des jeunes entrepreneurs, des étudiants universitaires, ainsi que des représentants de différentes catégories de jeunes, et est suivi par donc, les ministres chargés de la jeunesse des différents pays africains. Les jeunes qui ont créé des emplois dans divers secteurs confirment que travailler avec les autres et partager des connaissances est essentiel pour améliorer leurs compétences et favoriser le développement personnel. Un domaine d'activité en plein essor connu sous le nom de marketing numérique est l'un des secteurs dans lesquels les jeunes s'engagent dans des projets qui favorisent leur avancement. Ils confirment que la mise en œuvre de tels projets devient plus facile lorsqu'il y a de la collaboration. Le ministre de la Jeunesse et du Développement des Arts, Dr Utumatwishimajean Nipoadala, a souligné que donc, lorsque les jeunes se rassemblent, ils acquièrent davantage de connaissances. Dans le contexte du Rwanda, l'un des objectifs de la 2e stratégie nationale de transformation du gouvernement du Rwanda est de créer au moins 250 000 emplois par an. Les jeunes sont appelés à jouer donc un rôle significatif dans cet objectif. Le thème de Youth Connect Africa 2024 est l'emploi des jeunes par l'innovation et met en évidence l'urgence pour l'Afrique de créer des emplois pour les jeunes de manière durable. On continue avec l'actualité pour parler d'environ 1800 parmi les migrants en provenance de la Libye que le Rwanda héberge depuis 5 ans et ont trouvé des pays d'asile, donc où ceux qui sont restés au pays témoignent de leur satisfaction, de la qualité de vie qu'ils ont trouvée. Kassim Youssouf nous fait le point. C'est tôt le matin à l'aéroport international de Kigali à Kanombe, la 19e cohorte de 119 réfugiés et migrants en provenance de la Libye viennent d'arriver. Ils sont d'origine et de nationalités diverses, avec la grande majorité des Soudanais, Érythréens, Somaliens, Éthiopiens et Sud-Soudanais. Nyerak Chouerou, âgé de 24 ans, fait partie de ce groupe. Il affirme que son arrivée au Rwanda, après avoir été évacué de la Libye où il avait migré depuis le Soudan du Sud, marque un nouveau départ dans sa vie. Après leur arrivée à l'aéroport de Kigali, ils sont conduits dans un camp de transit à Gashora, dans le district de Bugesera, où ils attendent les documents nécessaires pour pouvoir se rendre dans les pays où ils ont demandé l'asile.
Mohamed Al-Tahir Abdallah et sa famille sont arrivés dans ce camp il y a 1 an. Il indique qu'il n'oubliera jamais son périple depuis Khartoum au Soudan en passant par le désert du Sahara jusqu'en Libye. Il dit qu'il a fui l'insécurité dans son pays. C'est une histoire qui ressemble à celle de Ounia Mohamed qui a quitté l'Érythrée il y a près de 9 ans à cause de la guerre. Raconter son voyage jusqu'en Libye lui fait de la peine. Je suis parti de l'Érythrée avec mon frère et ma mère en raison des problèmes de sécurité et nous nous sommes rendus au Soudan où nous avons passé 7 ans à chercher une vie meilleure. Mais la vie au Soudan était également difficile. Nous avons alors pris la décision de quitter ce pays et de partir pour la Libye. En Libye, j'ai passé 1 an, mais j'ai rencontré d'énormes difficultés. Mon corps a été complètement épuisé, mes dents sont tombées. J'ai donc quitté la Libye et je suis arrivé au Rwanda. Ces migrants racontent qu'avant de pouvoir traverser la mer pour quitter la Libye, ils ont vécu des situations violentes et inhumaines. Certains ont été torturés et d'autres ont été kidnappés. Libya is a dangerous place for people to live. En Libye, il y avait des endroits extrêmement dangereux, surtout si vous êtes chrétien. Il y avait beaucoup de problèmes, on ne pouvait pas vivre là-bas, surtout qu'on était enlevé et qu'on était victime de très abus. En Libye, vous êtes confronté à de nombreux obstacles, surtout si vous êtes soudanais. Vous subissez un racisme évident et certains sont emprisonnés dans des prisons horribles. Cependant, aujourd'hui, ces migrants témoignent tous du soulagement qu'ils ressentent d'avoir trouvé un nouveau foyer au Rwanda. Ounia Mohamed, originaire d'Érythrée, et l'épouse de Mohamed Al-Tahir Abdallah, originaire du Soudan, affirment que dans le camp de transit de Gashora, ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin. On m'a donné une maison avec un lit, un matelas et je trouve de la nourriture et je reçois tout ce dont j'ai besoin. J'ai vécu dans différents pays, en Érythrée, au Soudan, en Libye, mais ici au Rwanda, je me sens bien. Je n'ai aucun problème, je peux recevoir des médicaments et obtenir tous les documents dont j'ai besoin. Je remercie Dieu de vivre ici. Ma vie est bonne et saine. On nous traite bien, même à l'extérieur du camp, les Rwandais sont amicaux et il n'y a aucun problème de sécurité. Nous avons accès à tout le nécessaire possible. Nous pouvons étudier, apprendre l'informatique et l'anglais. Nos enfants vont à l'école. Vraiment, je ne pourrais pas comparer la vie ici au Rwanda à celle que j'ai eue en Libye. En août cette année, le gouvernement du Rwanda, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR et d'autres partenaires ont renouvelé leur accord pour continuer à accueillir et soutenir les réfugiés et migrants présents dans le camp de transit de Gashora. Le ministère de la Gestion des situations d'urgence indique que cette initiative vise à trouver des solutions durables pour les réfugiés et les migrants. En septembre 2019, 66 réfugiés et migrants en provenance de la Libye sont arrivés pour la première fois au Rwanda. Aujourd'hui, le pays a accueilli 19 cohortes représentant plus de 10 000 personnes, dont 1851 ont trouvé un pays d'accueil, principalement en Europe. La Norvège a accueilli 205 personnes, la Suède 254, la France 163, la Finlande 205, les Pays-Bas 52, la Belgique 72, l'Allemagne 10, le Canada 588 et les États-Unis 302. Selon le ministère rwandais des Infrastructures, les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Nyabarongo 2 sont à hauteur de 40%. C'est une centrale hydroélectrique dont la capacité de production sera de 43,5 MW. Suivant les détails.
Ce barrage hydroélectrique est en construction dans le marais situé entre les collines surplombant les districts de Gakenke, Rulindo et Kamonyi sur la rivière Nyabarongo et les travaux sont accélérés selon Ouerajen, responsable des projets à l'Agence de développement de l'énergie IDCL Limited. Nous sommes à hauteur de 39% et jusqu'à présent, les travaux qui semblent pénibles, comme vous le voyez ici près de moi, il y a ce réservoir d'eau et si vous jetez un coup d'œil de l'autre côté, vous allez apercevoir l'endroit où l'eau passera pour aller aux turbines. Ce sont là les activités majeures qui sont en cours. Il y a donc là où l'eau passe pour aller vers les machines et le réservoir pour avoir un niveau d'eau suffisant. Lorsque nous aurons construit le barrage, le niveau d'eau va s'élever et descendre vers les machines pour produire l'électricité. Pour faire tout cela, il a fallu utiliser la dynamite parce qu'on travaille dans un endroit rocheux et cela a pris du temps. Ce barrage hydroélectrique a pourvu de l'emploi à environ 320 personnes qui travaillent chaque jour sur le site. Nous n'avions pas suffisamment de moyens, mais nous nous sommes achetés des parcelles. On a constitué de l'épargne et ainsi acheté un terrain. Nous espérons que la centrale va nous procurer beaucoup de choses, notamment avoir facilement accès à l'électricité et accroître la quantité d'électricité là où on n'en avait pas. Les travaux de construction de tous les compartiments de ce barrage ont commencé, y compris là où les turbines pour produire l'électricité seront installées. Le secrétaire d'État au ministère des Infrastructures, Kawera Olivier, indique que la construction de ce barrage ainsi que d'autres projets en rapport avec l'énergie permettront de fournir aux Rwandais de l'électricité à 100% d'ici 5 ans. Il y a d'autres différents projets que vous connaissez déjà. Il y a notamment des centrales hydroélectriques. Il y a le projet en cours sur le Nyabarongo pour la production de 28 MW constituant la première phase. Le projet étant en fait énorme car il produira environ 130 MW. Nous avons donc commencé avec environ 30 ou exactement 28 MW que nous sommes en train de mettre en place. Il n'a pas été possible que l'accès à l'électricité en 2024 soit de 100% comme on le souhaitait, mais c'est toujours notre ambition étant donné que c'est l'objectif que nous espérons atteindre bientôt et dans les stratégies nationales de transformation NST2, nous nous sommes fixés cet objectif à réaliser dans pas plus de 5 ans. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Nyabarongo 2 ont débuté en 2022 et seront achevés en 2026. Il nécessite un budget de plus de 214 millions de dollars américains, soit plus de 220 milliards de francs rwandais. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité et avec toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette grande édition. Je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.